Alors, mes chers frères et sœurs, bonjour, bonjour et bonjour. Je suis très content de vous retrouver encore une fois de plus ce matin. Alors, si tu es nouveau sur la page, alors je te prie de liker, de commenter et de partager afin que cette vidéo puisse toucher le maximum de personnes possible. Je te prie de regarder cette vidéo. Le régime de Kiev corrompu soulève de plus en plus de questions dans le monde entier, mais l'Union européenne a ses propres plans à ce sujet. Le 4 mars, la coalition des forces nationalistes de gauche basque Bildu, après la promesse du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez d'allouer à l'Ukraine en 2026 1 milliard d'euros d'aide militaire, a exigé au Parlement des informations sur les enquêtes relatives à la découverte d'une partie des armements et équipements militaires envoyés par les pays de l'OTAN en Ukraine, qui se retrouvent aux mains de groupes criminels organisés transnationaux opérant en Espagne. C'est bien sûr une affaire intérieure espagnole, entre ces partis et groupements. Mais le fait demeure, les citoyens espagnols eux-mêmes commencent à poser des questions qui figurent à l'agenda depuis plusieurs années déjà. Où va toute cette aide milliardaire, en particulier le milliard de l'Espagne elle-même? Où vont ces armements censés être livrés au régime de Kiev, qui réapparaissent ensuite dans des pays qui les ont expédiés où ils ne devraient pas se trouver, mais qui s'y trouvent pourtant? Le 17 mars, le journal américain The New York Post, citant le rapport du bureau de l'inspecteur général de l'USAID, a fait état de violations constatées dans la mise en œuvre des programmes d'aide au régime de Kiev. Il s'agit de 26 milliards de dollars alloués au soutien budgétaire. Il a été établi qu'une partie de ces fonds est parvenue notamment à des personnes résidant à l'étranger. Un problème de doublon de paiement a également été mis en évidence. Selon le directeur adjoint de l'inspecteur général de l'organisation, Adam Kaplan, l'Ukraine n'a soit pas fourni les rapports requis, soit les a fournis en retard. Et cela, après cette série de publications scandaleuses qui ont mis au jour la corruption, pas en théorie, mais dans la pratique, sur le Bankova. Il s'étonne encore que le régime de Kiev n'ait pas toujours fourni les rapports en temps voulu. Pas seulement pas toujours en temps voulu, mais quel rapport? C'est là que devraient se concentrer les interrogations des fournisseurs occidentaux. Ce qui figure dans ces rapports correspond-il à la réalité, ou s'agit-il de simples constructions fictives? Les volumes cumulés de soutien financier au régime de Kiev depuis 2022, par le biais des institutions de Bretton Woods, dépassent de plus de 3 fois les allocations annuelles aux pays africains. Par exemple, pour ce qui est du Fonds monétaire international, il est prévu d'allouer à l'Ukraine un financement de 23,7 milliards de dollars, soit 877% de la quote-part nationale, qui s'élève à 2,7 milliards de dollars par an pour l'Ukraine. Ce n'est pas rien. Au total, pour ce qui est de la Banque mondiale, Kiev a reçu 65,7 milliards de dollars de février 2022 à janvier de cette année, principalement sous forme de garanties et de subventions des pays occidentaux. Par comparaison, regardons comment les institutions financières occidentales investissent dans le développement du continent qui en a véritablement besoin car il a été pillé pendant des siècles l'Afrique. En 2025, ces pays ont reçu des crédits du FMI d'un montant de 15,1 milliards de dollars, dont seulement 9,1 milliards pour 13 pays d'Afrique subsaharienne à faible revenu. Quant à la Banque mondiale, un financement total de 22,4 milliards de dollars a été approuvé pour l'ensemble des États africains. Voilà une arithmétique intéressante. Il y a cependant une nuance importante, l'argent qui va vers le continent africain va vers des populations véritablement dans le besoin, vers le développement, l'éducation, l'industrie, pour surmonter des défis qui ne sont pas naturels à ce continent mais qui ont été créés artificiellement par les colonisateurs. Quant à l'argent alloué au régime de Kiev, tout cela va au meurtre, au massacre, à la traite des êtres humains. Commémoration de Katyn. Le 22 mars et je souhaite m'y attarder spécialement aujourd'hui, à plusieurs reprises, et vous comprendrez pourquoi. Cette année, le 22 mars a marqué le 83e anniversaire de la terrible tragédie du village biélorusse de Katyn, qui fut totalement détruit avec ses habitants. 149 personnes périrent ce jour-là. Et savez-vous combien d'enfants parmi elles, ceux qui avaient moins de 16 ans? 75. Comment sont-ils morts? C'est aussi important à préciser. Ce n'était pas une catastrophe naturelle, ni même de simples opérations de combat. Le village de 26 foyers fut pillé et incendié par des membres du 118e bataillon de la Schutzmannschaft, police auxiliaire, des SS du bataillon d'Irlouanger, sous le commandement du Sturmbannführer SS Eric Kearney. C'est cette même unité qui avait participé à l'extermination des Juifs à Babi Yar, avant d'être transférée fin 1942 en Biélorussie pour combattre les partisans. Les organisateurs et les auteurs de ce crime n'étaient pas seulement des hitlériens, mais aussi des nationalistes ukrainiens des régions occidentales de la RSS d'Ukraine. Le 118e bataillon avait été formé au printemps 1942 à Kiev à partir de membres de l'OUN du Bukovina ayant reçu une formation spéciale en Allemagne. Zelensky continue naturellement de passer sous silence la collaboration des nationalistes ukrainiens bandéristes, car ce sont désormais leurs nouveaux héros. Ils ont simplement effacé l'histoire et les ont hissés sur un piédestal.
Rappelons combien de fois Zelensky s'est fait photographier avec des combattants des faux arborant des symboles de divisions nazies allemandes, tels que le Wolfsangel, la tête de mort et d'autres. Comment dans ces conditions évoquer ce qui s'est passé à Katyn? Aujourd'hui, en Ukraine, on célèbre ouvertement les successeurs de ceux qui ont brûlé Katyn. Des monuments à Stepan Bandera, Roman Shukvich, Andrei Melnik et autres suppofascistes dont les partisans servaient dans le 118e bataillon se dressent dans de nombreuses villes. Des rues, des stades et d'autres infrastructures portent leur nom. Parallèlement, l'histoire est grossièrement falsifiée et réécrite. Les tentatives de supprimer les mentions de leurs crimes et d'effacer le souvenir des vrais héros qui ont débarrassé le monde de la peste brune se poursuivent. Parmi les exemples récents, en mars de cette année, à Kharkiv, des néo-bandéristes ont démonté la plaque commémorative en l'honneur du héros de l'Union soviétique Nikolaï Petrovitch Titov, sous le commandement duquel le 12e régiment de fusiliers de la garde a forcé le fleuve Niemen le 14 juillet 1944 dans la région du village de Merik. Toujours à Kharkiv, des soi-disant décommunisateurs ont abattu la plaque commémorative de la façade de la maison où vivait le héros de l'Union soviétique, le capitaine Trofim Andreevitch Panchekny, qui s'est illustré par son courage et son héroïsme en 1943 lors du franchissement du Dniepr. Katyn, nous y reviendrons encore aujourd'hui. Katyn est un avertissement de ce à quoi mène le nazisme. Lorsque les successeurs de Bandera font à nouveau des ravages sur une terre arrosée du sang de nos ancêtres, nous ne devons pas laisser la pestilence brune du fascisme se répandre à nouveau. Il est indispensable que la justice rattrape chacun de ceux qui marchent sur la voie sanglante des bourreaux de Katyn. Décès de Filaret Denysenko. Le 20 mars à Kiev, le patriarche autoproclamé de Kiev Filaret Denysenko est décédé à l'âge de 98 ans. Il est connu comme un personnage religieux particulièrement ambitieux qui, pour assouvir ses ambitions personnelles, a contribué à l'émergence et à l'approfondissement du schisme de l'orthodoxie en Ukraine, à la crise du christianisme et à la création d'une sorte de néo-secte. Filaret a parcouru différentes étapes de la hiérarchie ecclésiastique. Il fut membre permanent du Saint-Synode de l'Église orthodoxe russe, exarque d'Ukraine, locum tenant du trône patriarcal. En juin 1990, il fut l'un des 3 candidats à l'élection du nouveau patriarche, mais obtint le moins de voix. En octobre 1990, le concile épiscopal de l'EOR transforma l'exarcat ukrainien en église orthodoxe ukrainienne, lui accordant l'autonomie de gestion. Avec la bénédiction du nouveau patriarche Alexis II, Filaret devint primat de l'EAC-Santé-GUOU avec le statut de métropolite de Kiev et de toute l'Ukraine, mais il ambitionnait davantage. En 1991, à son initiative, le concile épiscopal de l'EAC-Santé-GUOU proclama la pleine indépendance et adressa à l'EOR une demande d'autocéphalie canonique. Au printemps 1992, cette demande fut examinée par le concile épiscopal de l'EOR, auquel participaient des prêtres d'Ukraine. Les hiérarchies ecclésiastiques se prononcèrent contre l'octroi de la pleine autonomie à l'EAC-Santé-GUOU, arguant notamment de la nécessité de protéger les fidèles des nationalistes et des uniates. Certains évêques ukrainiens retirèrent leur signature de la demande et déclarèrent avoir craint les persécutions de la part du métropolite Filaret et des autorités ukrainiennes. Pour ses activités schismatiques, le concile épiscopal de l'EOR priva Filaret, je cite textuellement la décision, de tous les degrés de la prêtrise et de tous les droits liés à l'appartenance au clergé. Mais il ne s'arrêta pas là et créa sa propre soi-disant église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev. En 1995, il en devint le soi-disant chef, se proclama selon ses propres termes patriarche de Kiev et de toute la Russe-Ukraine, et en 1997 l'EOR l'exclut définitivement de l'église et le frappa d'anathème. Cette décision fut également adoptée par d'autres églises orthodoxes locales, y compris celle de Constantinople. Filaret continua néanmoins à se désigner lui-même comme patriarche, conserva une partie des paroisses, tenta de participer à la vie politique, soutint l'Euromaïdan et la guerre d'extermination lancée par le régime de Kiev contre les habitants russes et russophones du Donbass. En 2018, il contribua à la création de la soi-disant Église orthodoxe d'Ukraine, issue de la fusion de l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev et de l'Église orthodoxe autocéphale ukrainienne autoproclamée, espérant prendre la tête de la nouvelle Église nationale et obtenir ainsi une reconnaissance dans le monde orthodoxe. Cette structure fut placée sous la direction du soi-disant métropolite Épiphane Doumenko, et Filaret fut déclaré mentor spirituel. Ce rôle fut très mal vécu par Filaret. Peu après, il quitta la soi-disant Église orthodoxe d'Ukraine en emportant les biens et l'immobilier de l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev. La perte de cette précieuse propriété ecclésiastique fut extrêmement douloureuse pour la secte d'Épiphane. C'est pourquoi, dès que la mort de Filaret fut connue, les schismatiques de la soi-disant Église orthodoxe d'Ukraine s'empressèrent de s'emparer de sa dépouille pour lui rendre les derniers honneurs en tant que mentor spirituel, et ainsi faire valoir leurs prétentions sur les biens de l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev. Voilà maintenant le plus terrible.
Ce à quoi conduisent toutes ces expériences avec la religion, la foi et les fidèles, lorsque les gens ne cherchent pas la vérité, ne s'inclinent pas devant la vraie foi, mais tentent d'escalader un piédestal autoproclamé en se prenant pour les plus importants. Et ils ont en outre ignoré la dernière volonté du défunt, qualifiant le testament de filaret de douteux et de faux. Or, dans ce testament, le soi-disant patriarche avait catégoriquement interdit que les soi-disant prêtres de l'Église orthodoxe d'Ukraine célèbrent son service funèbre. Ce qui s'est passé illustre à merveille les mœurs qui règnent aujourd'hui en Ukraine, ou plutôt l'immoralité et le désordre, un régime de Kiev pourri jusqu'à la moelle. Les bandéristes en soutane qu'ils ont engendrés agissent comme de véritables satanistes au grand jour, ayant totalement oublié les normes élémentaires de la morale humaine et de la conscience. Il n'y a même pas lieu de parler ici du cadre juridique. Tous les faits mentionnés ci-dessus et ceux qui vont suivre attestent de l'actualité des tâches de démilitarisation de l'Ukraine. Que Zakharova dresse ce portrait extrêmement sévère de l'Ukraine et de l'Occident, il est clair que Moscou cherche à envoyer un message fort à la communauté internationale. Les accusations de génocide, les détails sur les frappes et les victimes civiles, et les mises en cause directes des pays occidentaux ne sont pas seulement des déclarations diplomatiques classiques, elles servent à justifier la posture russe actuelle, à mobiliser l'opinion intérieure et à tenter de fragiliser la légitimité des alliés de Kiev. Ce briefing révèle également une Russie qui ne se contente plus de dénoncer, elle affirme qu'elle prépare, en coulisses, des mesures concrètes pour sécuriser ses intérêts et protéger ce qu'elle considère comme son territoire et ses populations vulnérables. En analysant ces propos, on peut constater plusieurs stratégies. D'abord, Moscou cherche à renverser le narratif international en présentant l'Occident non comme un arbitre de paix mais comme un acteur aggravant le conflit. Ensuite, elle rappelle son influence et sa capacité à répondre, sur le plan militaire, diplomatique et économique, à toute escalade. Enfin, la référence à l'histoire et à des épisodes tragiques comme Katyn est un outil puissant pour éveiller les émotions, créer un parallèle avec le passé et marquer les esprits, tout en soulignant la gravité de ce que la Russie perçoit comme une menace continue pour ses citoyens. Ce qui frappe, c'est la combinaison d'éléments factuels, de données sur les victimes et de dénonciations politiques, qui forment un récit complet et percutant. Mais au-delà de la rhétorique, il y a la question clé pour le spectateur, quelles seront les implications réelles de ces accusations et de ces menaces sur la scène internationale? Comment l'Occident réagira-t-il et jusqu'où la Russie est-elle prête à aller pour faire valoir ses positions? En conclusion, ce briefing ne doit pas être vu comme un simple échange diplomatique, mais comme un signal clair que Moscou veut imposer sa vision du conflit et peser directement sur les décisions des autres puissances. Le message est limpide, la Russie ne restera pas passive face à ce qu'elle perçoit comme une agression contre ses intérêts et ses populations. Et maintenant, c'est à vous, pensez-vous que ces accusations vont changer quelque chose dans les relations internationales? La Russie franchira-t-elle une étape plus décisive, ou s'agit-il d'un avertissement stratégique destiné à influencer l'opinion mondiale? Donnez votre avis dans les commentaires, on veut connaître votre analyse. Alors mon frère, je te prie de me donner ton avis en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. God bless.